Voici venu l'heure de l'actualité africaine et internationale sur Lumière du Monde Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal au Burkina Faso, le chef de la junte au pouvoir a fait sa toute première sortie lors d'un message télévisé. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a appelé au soutien des partenaires internationaux et a estimé que le Burkina Faso a plus que jamais besoin de partenaires. Cette allocution, rappelons-le, intervient à l'approche d'un sommet de la CEDEAO qui pourrait déboucher sur des sanctions contre le Burkina Faso. C'est officiel, Copenhague décide de rapatrier ses soldats du Mali. C'est le chef de la diplomatie danoise qui l'a annoncé. Ces soldats étaient venus rejoindre le groupement Takuba, l'armée spéciale de l'Union européenne dans le Sahel, et ce dans le cadre de la lutte contre le djihadisme dans cette région de l'Afrique. Crise ukrainienne. Le président américain Joe Biden s'est entretenu jeudi avec son homologue ukrainien. Volodymyr Zelensky, le numéro 1 américain, a rassuré du soutien des États-Unis et de ses alliés en cas d'une invasion russe qui pourrait se faire, selon les renseignements américains, dans le mois de février. Encore une fois, bienvenue à ce journal. Au Burkina Faso, le chef de la junte au pouvoir a fait sa toute première sortie. Lors d'un message télévisé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a appelé au soutien des partenaires internationaux et a estimé que le Burkina Faso a plus que jamais besoin de partenaires. Cette allocution, rappelons-le, intervient à l'approche d'un sommet de la CEDEAO qui pourrait déboucher sur des sanctions contre le Burkina Faso. À l'approche d'un sommet de la CEDEAO qui pourrait déboucher sur des sanctions pour le Burkina Faso, le chef des militaires au pouvoir a demandé, lors de sa première allocution à la télévision, l'aide des partenaires occidentaux du pays. Le Burkina Faso a plus que jamais besoin de ses partenaires. C'est pourquoi j'appelle la communauté internationale à accompagner notre pays afin qu'il puisse sortir le plus rapidement possible de cette crise pour reprendre sa marche vers le développement. Le coup d'État a été fermement condamné par plusieurs pays occidentaux ainsi que par l'ONU et l'Union africaine. Le lieutenant-colonel Damiba, qui veut rassurer, s'est donc engagé au retour à une vie constitutionnelle normale, sans préciser d'agenda. J'ai entamé des concertations avec certaines composantes de la nation, y compris avec les personnalités du régime sortant, afin de dégager les grandes lignes qui nous conduiront à terme vers des décisions consensuelles et inclusives pour la refondation et la restauration d'une paix durable. Faisant de la sécurité sa priorité, il a aussi longuement abordé le sujet des attaques djihadistes qui ont entraîné le déplacement de milliers de civils et qui endeuillent régulièrement le Burkina Faso. Il nous faut en effet réduire significativement les zones sous influence terroriste et les impacts de l'extrémisme violent avec des moyens adéquats. Ceci est un préalable indispensable au retour progressif de l'administration publique et à la réinstallation des personnes déplacées internes dans leur village d'origine. Le coup d'État a été largement soutenu par la population burkinabé, lassée notamment par les violences djihadistes qui frappent le pays depuis 2015. À titre d'information, le couvre-feu au Burkina Faso a été réajusté. Il débute désormais à minuit et prend fin à 4 heures du matin. La junte malienne au pouvoir ne s'est pas fait attendre pour apporter un élément de réponse aux accusations de la ministre française des Armées, Florence Parly. Le porte-parole de l'armée malienne a, dans un communiqué lu à la télévision nationale, invité la ministre française à plus de retenue et aux principes élémentaires de non-ingérence aux affaires intérieures d'un État. C'est cela que je suis venue. La relation avec la France et le Mali se dégrade de nouveau. Un haut responsable de la junte malienne a donné pour conseil de se taire à la ministre française des Armées, Florence Parly, après ses accusations de provocation à l'encontre de la junte. Nous avons engagé une concertation approfondie avec nos partenaires, et notamment ceux de Takuba. Et je voudrais ici affirmer notre solidarité avec nos partenaires danois, dont le déploiement se fait sur une base juridique légale, contrairement à ce qu'affirme aujourd'hui la junte malienne. Et en Afrique comme en Europe, la Russie, par ses actions et ses discours, privilégie une stratégie d'intimidation
Elle choisit la confrontation masquée, qui est un facteur de déstabilisation. Nous l'avons dit clairement à nos homologues russes dès le mois de novembre. Vous savez, nous avons été surpris ces derniers temps d'entendre, je pense qu'il faut le clarifier, une fausse accusation de la part du ministre, de Madame le ministre des Armées, Madame Florence Parly, française, de l'armée française, accusant les autorités maliennes de faire de la provocation. Le Mali aujourd'hui tient au respect de sa souveraineté. Et nous invitons également Madame Parly à plus de retenue. Et également à respecter le principe élémentaire, vous savez, de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. C'est le principe élémentaire des relations internationales. Et nous l'invitons également, c'est un conseil, à faire sienne, vous savez, cette phrase de Alfred de Vigny sur la grandeur du silence. Le colonel Maïga a rappelé avec insistance au Danemark de retirer ses forces spéciales avant de soutenir que le Mali est en droit de recevoir des excuses des autorités danoises. Nous le disions dans nos titres, c'est officiel. Copenhague décide de rapatrier ses soldats du Mali. C'est le chef de la diplomatie danoise qui l'a annoncé. Ces soldats étaient venus rejoindre le groupement Takuba, l'armée spéciale de l'Union européenne dans le Sahel. Les autorités maliennes disent n'avoir pas été consultées avant l'arrivée des forces danoises sur leur territoire. Le Premier ministre de la transition malienne, Choguel Maïga, avait appelé au retrait de ses troupes du Mali. Les généraux au pouvoir ont envoyé un message clair où ils ont réaffirmé que le Danemark n'était pas le bienvenu au Mali. Nous ne l'acceptons pas et pour cette raison, nous avons décidé de rapatrier nos soldats, a déclaré le ministre danois des Affaires étrangères, Jeppe Kofod, après une réunion au Parlement à Copenhague. Les soldats danois se retirent du Mali. Le retrait pourrait prendre plusieurs semaines selon les autorités militaires du pays. À Bamako, les réactions de la population sont multiples. Images. Le Danemark a annoncé jeudi qu'il prendrait plusieurs semaines pour achever le rapatriement de ses soldats et de leurs équipements. Ce rapatriement, exigé par les autorités maliennes, suscite multiples réactions à Bamako. D'aucuns dénoncent le caractère unilatéral de l'arrivée des Danois. Ce que Bamako voulait, c'était en fait d'imposer un processus bilatéral de négociation avec les pays en fait membres de la force Takuba, au-delà ou en dehors en fait du processus initial négocié par la force française qu'est Barkhane. Toute la question de savoir si les autres pays vont accepter ou s'ils vont en fait aussi faire comme les Danois, c'est-à-dire partir. Le futur rapatriement des soldats danois de la force Takuba a fini par exacerber les tensions entre le Mali et son allié européen. Mais à Bamako, cette action des militaires est vue comme un pas vers la souveraineté de l'État. C'est une bonne chose, nous devons reconnaître que le Mali a déjà fait un premier pas vers l'indépendance totale. Si des gens doivent venir dans notre pays et que nous ne savons rien d'eux et que le gouvernement leur demande de partir, c'est une bonne chose. Est-ce qu'après les Danois, les autres soldats de la force Takuba, environ 800, décideront à leur tour de partir? Pour l'heure, aucune certitude, mais Paris penserait déjà à un retrait total de Barkhane du Mali. Vu cette situation, vu la rupture du cadre politique et du cadre militaire au Mali, nous ne pouvons pas rester en l'état, a déclaré Jean-Yves Le Drian, chef de la diplomatie française sur Radio RTL, avant d'ajouter que la France et ses partenaires européens vont devoir adapter leurs dispositifs anti-djihadistes au Sahel. Il n'a toutefois pas abordé la question du retrait ou non des forces Barkhane du Mali. En visite à Paris, en France, le ministre nigérien des Affaires étrangères a déclaré lors d'une conférence de presse que la CEDEAO est déterminée à faire barrage au coup d'État militaire dans son espace afin de permettre aux populations de choisir librement leurs dirigeants. On écoute le dirigeant nigérien. La CEDEAO est déterminée à faire en sorte que les coups d'État militaires soient un échec, a déclaré le ministre des Affaires étrangères du Niger, Assoumi Massoudou.
Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue français Jean-Yves Le Drian à Paris, le ministre nigérien a donné le ton en matière de transition militaire. Nous sommes déterminés, au niveau de la CEDEAO, à faire en sorte que l'expérience de confiscation du pouvoir par une junte militaire soit un échec au Mali, mais aussi au Burkina et partout ailleurs dans notre espace, pour que nous renouions avec cette volonté collective de donner la possibilité au peuple de s'exprimer toujours et de choisir librement leurs dirigeants. La rencontre entre les deux hommes survient après le report d'une réunion entre l'UE et les pays du G5 Sahel en raison du récent coup d'État au Burkina Faso. Alors que le Danemark vient d'annoncer le retrait de ses troupes au Mali, le ministre français a déclaré que la junte malienne était illégitime et prenait des mesures irresponsables. Toujours sur le continent africain, au Tchad, initialement prévu le 15 février, le dialogue national en vue d'élections libres et transparentes aura lieu finalement le 10 mai prochain. L'opposition dénonce des manœuvres de confiscation du pouvoir par les militaires. La raison officielle de ce report est, selon le gouvernement, de permettre d'abord l'organisation d'un pré-dialogue avec les politico-militaires, des représentants des groupes armés qui s'ouvre le 27 février à Doha, au Qatar. Au Tchad, le dialogue national avec l'opposition et la rébellion qui devait permettre la tenue d'élections dans les 18 mois après la mort d'Idriss Déby Itno, c'est-à-dire mi-février, a été repoussé jusqu'en mai. L'annonce a été faite par le Premier ministre. Toutes les dispositions pourraient être prises pour que, à l'issue du pré-dialogue qui pourrait durer 2 semaines à Doha, à partir du 10 mars, le CTS se mettra à préparer son rapport, lequel rapport devra intégrer le rapport général du comité d'organisation du dialogue national, inclusif et souverain. Lorsque le gouvernement recevra les conclusions et le rapport général d'organisation du dialogue, le dialogue pourra être convoqué donc le 10 mai 2022. Ce dialogue national doit permettre de favoriser des élections en vue de transférer le pouvoir à un gouvernement civil. Le pays est actuellement dirigé par un conseil militaire de transition avec à sa tête le jeune général Mahamas Idriss Déby Itno, fils de l'ancien président. Ce report du dialogue risque donc de prolonger le délai de transition, ce qui inquiète l'opposition qui redoute une tentative de perpétuer le pouvoir des militaires. Et on écoute à présent la réaction de l'opposant tchadien Succès Nasra sur le report du dialogue national au Tchad. Nous n'avons pas été surpris, mais je crois que cela doit amener chacun à revoir sa copie. Il a fallu 8 mois pour que la junte accepte l'idée d'un dialogue souverain et d'un dialogue dont les résultats, c'est-à-dire la Constitution, sera approuvée par référendum. J'espère que le temps de ce décalage va leur permettre enfin d'accéder aux conditions que nous mettons sur la table au nom de notre peuple pour pouvoir participer à ce dialogue. La première parmi ces conditions, c'est que ceux qui gèrent la transition ne peuvent pas être candidats. Ni le président du Conseil militaire de transition, ni les membres, ni le Premier ministre de transition, ni le président de l'Assemblée nationale de transition. C'est ce sur quoi ils se sont engagés, mais ils n'ont pas voulu mettre ça par écrit. Donc à travers votre micro, je demande solennellement de profiter de ce temps de décalage pour accéder enfin à cette demande qui est la demande majeure de notre peuple. Ensuite, les critères de juste représentation qui sont nécessaires et de co-définir un agenda. Jusqu'à présent, nous voulons participer au dialogue. Et tous les Tchadiens veulent participer. C'est parce que les 3 derniers dialogues ont échoué que nous avons l'obligation, là, de tenir la dernière chance qui s'offre à notre peuple pour créer les conditions d'un véritable nouveau départ pour ce qui n'a jamais eu lieu au Tchad, c'est-à-dire la transmission démocratique du pouvoir. Le succès de la junte se mesurera à sa capacité à transmettre le pouvoir à la fin de la transition. Et donc, ils sont attendus aux résultats et je les appelle à revoir leur copie. En Afrique, le taux de vaccination contre la Covid-19 pourrait pour l'heure être jugé satisfaisant avec un taux de 64% de population vaccinée. Le continent atteindra bientôt son objectif vaccinal de 70% de sa population. John Nkenkazong, le directeur des centres africains de contrôle et de prévention des maladies, soutient que cet objectif est réalisable d'ici fin 2022 à condition que les tendances actuelles de vaccination se maintiennent. L'Afrique a bientôt atteint son objectif de vacciner au moins 70% de sa population contre la Covid-19.
Jeudi, John Nkengasong, le directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, CDC, a déclaré que cette visée était réalisable d'ici la fin 2022, à condition que les tendances de vaccination actuelles se maintiennent. En effet, si la lutte du continent contre la propagation du virus progresse, c'est en partie grâce à l'augmentation des vaccinations dans des pays densément peuplés comme le Nigeria, où l'hésitation à se faire vacciner semble s'estomper progressivement. Une crainte qui disparaît au fur et à mesure que les doses de vaccins périmés sont détruites et que les vaccins sont davantage disponibles. Selon des études menées par le CDC, environ 80% de la population des pays africains est prête à recevoir le vaccin. Le CDC Afrique indique que 580 millions de doses de vaccins Covid-19 ont été reçues en Afrique et que 64% ont été administrées. Mercredi, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a lancé son premier défi lié à sa plateforme sociale YouReport pour que ces jeunes citoyens engagés encouragent l'adoption du vaccin anti-Covid auprès des plus sceptiques de leur communauté. Covid-19, le premier antiviral par voie orale, bientôt disponible en Europe. L'Agence européenne des médicaments a autorisé la mise sur le marché du dit médicament Paxlovid, un médicament développé par le laboratoire Pfizer. L'Union européenne va pouvoir accueillir son premier antiviral oral pour lutter contre le Covid-19. L'Agence européenne des médicaments vient d'autoriser la mise sur le marché du Paxlovid, un traitement développé par le laboratoire Pfizer. Elle recommande toutefois son utilisation pour les personnes ne présentant pas d'insuffisance respiratoire et qui ont un risque accru que la maladie se développe. L'Italie, l'Allemagne ou encore la Belgique ont déjà passé commande, tandis que les États-Unis, le Canada ou encore Israël l'ont déjà approuvé. Les scientifiques indiquent que le Paxlovid devrait être aussi efficace contre l'Omicron. Une bonne nouvelle pour l'Europe frappée de plein fouet par ce variant, dont la Roumanie qui compte 730 patients en soins intensifs. Par manque de lits, certains hôpitaux aimeraient que les malades puissent être transférés. En Russie, la situation n'est guère mieux. Le nombre d'enfants hospitalisés inquiète les autorités. À Moscou, il a été multiplié par 10 ces dernières semaines. En réaction, le ministère des Urgences a déployé du personnel afin de désinfecter la gare de Leningrad, dans la capitale. 32 000 infections au Covid-19 ont été recensées en Ukraine, un record depuis le début de l'épidémie dans le pays. Au total, 154 personnes sont mortes ces dernières 24 heures, portant le bilan à près de 100 000 morts. Crise ukrainienne, le président américain Joe Biden s'est entretenu jeudi avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Le numéro 1 américain a rassuré du soutien des États-Unis et de leurs alliés en cas d'une invasion russe qui pourrait se faire selon les renseignements américains dans le mois de février. Joe Biden s'est entretenu jeudi avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président américain a assuré que les États-Unis et leurs alliés répondraient résolument en cas d'invasion russe et a évoqué la possibilité d'une aide économique supplémentaire pour l'Ukraine. Mais Washington dit également préparer de nouvelles sanctions économiques sévères à l'encontre de la Russie en cas d'invasion, visant notamment le gazoduc Nord Stream 2, cher à Moscou. En ce qui concerne Nord Stream 2, nous continuons à avoir des conversations très fortes et très claires avec nos alliés allemands. Et je veux être clair avec vous aujourd'hui, si la Russie envahit l'Ukraine d'une manière ou d'une autre, Nord Stream 2 n'avancera pas. Une position confirmée par la chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, qui a déclaré que les sanctions fortes préparées par l'Occident en cas d'offensive russe incluaient aussi Nord Stream 2, qui attend toujours sa mise en service. Le sort de ce gazoduc controversé devrait être au cœur de la prochaine visite du chancelier allemand Olaf Scholz à la Maison-Blanche le 7 février. De son côté, la Russie poursuit ses manœuvres militaires à la frontière ukrainienne, où plus de 100 000 soldats auraient été déployés depuis novembre dernier. Moscou dément toujours tout projet d'invasion, mais s'estime menacé par l'expansion de l'OTAN, ainsi que par le soutien occidental à son voisin ukrainien. Et nous ouvrons à présent la page Cannes 2022 au Cameroun, interrogé sur le drame du stade d'Olymbe qui a coûté la vie à 8 personnes lors du match Cameroun-Comores. L'ancienne gloire du football africain, le Camerounais Roger Mila, a dit regretter cet incident et par la même occasion déplore ce qu'il considère comme des critiques inutiles contre son pays, le Cameroun,
Il est interrogé par notre confrère Benoît Perrochet de France 24. Bon, c'est vrai que c'est regrettable et paix à leurs âmes, tous ceux qui sont décédés. Mais ce qui me dérange dans tout ça, c'est qu'on est tout le temps en train de tirer sur le Cameroun. Pourquoi? Moi, je pose cette question, pourquoi? Est-ce que c'est le seul drame qu'il y a eu dans un stade de football depuis que le football existe? Je ne suis pas du tout d'accord et je demande à tous ceux-là qui veulent critiquer inutilement le Cameroun qu'ils arrêtent critiquer ce qu'ils veulent, mais pas le Cameroun. Parce que nous, on se bat pour donner la chance à notre jeunesse ici comment dirais-je, de réussir aussi. Personne ne pouvait imaginer qu'il allait avoir cette... à l'ouverture, il y avait aussi du monde, mais il n'y a pas eu de drame. Là, on a ouvert les portes. On y était, nous, au match d'ouverture, Roger, et je peux vous dire que déjà, on s'était aperçu qu'il y avait un problème avec ces fameuses grilles. Oui, mais s'il y avait eu le problème, c'est là qu'il fallait décrire ce problème pour que les choses s'arrangent. Il ne fallait pas attendre maintenant qu'il y ait des morts. Pourquoi vient Donc il y a eu une faille entre le match d'ouverture et ce huitième de finale entre le Cameroun et les Comores, puisque les mêmes scènes, les mêmes mouvements de foule, on les a observés lors de ces deux matchs. C'est peut-être le manque de discipline aussi de mes compatriotes, ça je le reconnais. Mais je pense qu'on vous ouvre le stade pour aller voir les matchs. Pourquoi encore se bousculer? Chacun pouvait entrer tranquillement et regarder son match. C'est un incident qui, pour nous a fait très très mal, et que nous déplorons d'ailleurs. Et donc il ne faut pas que les gens enveniment, parce que ce n'est pas beau. Parce que la CAF même aurait pu, c'est pas, placer des gens pour sensibiliser la population, tout. Ils n'ont pas fait. Et ils sont tout le temps en train de rejeter tous les torts au Cameroun. Religion à présent, des archéologues israéliens auraient découvert un anneau en or représentant Jésus-Christ en tant que berger. Cette bague aurait 1700 ans et aurait été fabriquée par les chrétiens des premiers siècles. La découverte de cet anneau a été faite par des archéologues de l'unité marine d'Israël fin décembre 2021 en menant une expédition au nord de Tel Aviv où ils ont découvert plusieurs autres vestiges. Cet anneau daterait du IIIe siècle après Jésus-Christ. Selon ces archéologues, la pierre précieuse verte sur l'anneau représente Jésus-Christ avec un mouton sur les épaules tel un berger à l'époque de la Bible. Ce trésor de l'archéologie chrétienne se trouvait devant l'ancien port de Césarée, territoire où vivaient les chrétiens des premiers siècles. C'est ici que chute ce journal. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous le présenter. Merci, bonsoir. Dieu vous bénisse.